Mon père et ma belle-mère ont changé mes serrures pour voler ma maison à ma belle-sœur enceinte. Mais lorsque j'ai riposté, leur pire cauchemar s'est réalisé. Je suis un homme célibataire de 28 ans vivant dans la maison que ma mère m'a léguée à son décès il y a 5 ans. C'est une modeste maison de 3 chambres dans un quartier calme pas accent Graveleuil, mais confortable. Plus important encore, elle vient de ma mère. Elle a travaillé toute sa vie pour cet endroit, et lorsqu'elle est décédée, elle s'est assurée que je savais que c'était destiné à me donner de la stabilité. Cette maison n'est pas seulement un toit au-dessus de ma tête, c'est son héritage. Ma mère était le seul parent constant que j'ai eu en grandissant. Elle n'était pas parfaite, mais elle était toujours là quand j'avais besoin d'elle. Mon père, par contre, s'est retiré après le divorce. Il s'est remarié assez rapidement, et disons que ses priorités ont changé. Sa nouvelle épouse a toujours été le centre de son monde, et sa fille, appelons-la Savannah, a été traitée comme une reine. Savannah a maintenant 25 ans et est enceinte. Je n'ai pas de problème avec sa grossesse, ce n'est pas le problème. Le problème est qu'elle fait partie de ces personnes qui supposent que le monde leur doit quelque chose. Sa mère et mon père ont alimenté cet ego depuis notre jeune âge. Si Savannah veut quelque chose, elle l'obtient, qu'il s'agisse d'une nouvelle voiture, de vacances coûteuses ou de choses aléatoires qu'elle décide de vouloir. Il se plie en 4 pour la rendre heureuse ou une attitude totale de « je le veux, je l'ai ». Je suis resté à distance de tout cela. Je vois mon père de temps en temps, mais j'ai clairement indiqué que j'aime mon espace. La maison est mon sanctuaire, où je peux vivre ma vie sans que personne n'interfère. J'ai un bon travail, de bons amis et une routine simple. Je ne roule pas sur l'argent, mais je suis stable, c'est plus que ce que beaucoup de gens peuvent dire de nos jours. Pour l'instant, je suis seul dans la maison, et honnêtement, j'aime ça comme ça. Pas de colocataire, pas de drame, juste la paix et le calme, exactement ce dont j'avais besoin après la mort de ma mère. Maintenant, revenons à Savannah. Il y a quelques mois, son petit ami, un certain Tyler, l'a quitté. Honnêtement, je pouvais le voir venir de loin, il a toujours semblé être du genre à abandonner quand les choses devenaient sérieuses. Savannah ne semblait pas trop affectée, cependant. D'après ce que j'ai entendu, elle est retournée directement chez sa mère et mon père, où elle a immédiatement été choyée et gâtée à nouveau. Ils ont cuisiné pour elle, lui ont acheté des articles de maternité et l'ont traitée comme si elle était en verre. Je n'y ai pas trop réfléchi au début, c'est leurs affaires, pas les miennes. Mais ensuite, de nulle part, mon père m'appelle et me dit qu'il veut parler. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait souvent, alors j'ai pensé que ça devait être important. Je me rends chez eux, et dès que j'entre, je peux sentir que quelque chose ne va pas. Mon père et sa femme sont assis à la table de la cuisine, et Savannah est là aussi, se caressant le ventre, essayant de rappeler à tout le monde qu'elle est enceinte. Ils ont commencé par des banalités sans signification, le genre de choses où vous savez qu'ils traînent. Mon père a demandé comment allait le travail, et sa femme a acquiescé comme si elle s'en souciait. Mais il n'a pas fallu longtemps avant qu'il n'arrive au but. Mon père a commencé à dire que Savannah avait besoin d'un endroit stable pour vivre parce que leur maison était trop exiguë avec l'arrivée du bébé. Avant même que je puisse répondre, sa femme a interrompu. Son ton était vif mais recouvert d'une fausse préoccupation. « Eh bien, a-t-elle dit, puisque vous vivez seul dans cette grande maison, et que vous n'êtes pas marié ou quoi que ce soit, il est logique que Savannah vienne vivre chez vous. Elle a besoin d'espace pour le bébé, et vous n'êtes pas vraiment attaché à quelque chose de sérieux. Vous pourriez facilement trouver quelque chose de plus petit et plus pratique pour vous. » Ce n'était pas une suggestion, c'était une déclaration. Comme s'ils avaient déjà décidé que c'était le plan, et que je devais simplement me ranger. Mon père a ajouté qu'ils avaient même cherché des appartements pour moi, comme si faire les recherches rendait leur demande plus raisonnable. Je n'arrivais pas à y croire. Il lançait clairement des allusions, criant que ma vie n'avait pas d'importance. Comme si ma maison était juste une chambre libre dans laquelle ils pouvaient faire entrer des gens quand cela leur convenait. L'orgueil était accablant. Comme si être célibataire ou sans enfant signifiait que je n'utilisais pas vraiment ma vie ou ma maison de la bonne manière. Au début, j'ai pensé que je devais les avoir mal entendus. Je veux dire, qui dit une chose pareille? Mais non, ils étaient très sérieux. Apparemment, ils avaient planifié cela depuis un certain temps, attendant simplement le bon moment pour en parler. Je leur ai dit franchement, non. Évidemment, cette maison n'est pas juste un bien immobilier pour moi, c'est ma maison, et c'est l'un des derniers liens que j'ai avec ma mère. L'idée de l'abandonner, surtout pour quelqu'un comme Savannah, était tout simplement absurde. J'ai essayé de l'expliquer, mais il ne voulait rien entendre.
Ils ont continué à parler de la façon dont la famille est de la famille et de la façon dont je n'ai pas vraiment besoin de tout cet espace puisque je n'ai pas ma propre famille. C'était comme parler à un mur. Peu importe ce que je disais, ils continuaient à pousser. Savannah n'a presque rien dit pendant la conversation, mais le regard suffisant sur son visage disait tout. Elle était confiante qu'il me ferait craquer et obtiendrait ce qu'il voulait. C'est comme ça que ça a toujours été avec elle. Elle a l'habitude que les gens cèdent et lui donnent exactement ce qu'elle veut. À un moment donné, je me suis tourné vers elle et je lui ai demandé, « Savannah, veux-tu vraiment vivre dans ma maison ? Je veux dire, sérieusement, c'est ma maison, mon espace. Pourquoi ne pas prendre un de ces appartements que vous avez si gentiment recherchés ? Vous avez déjà fait le travail. Pourquoi est-ce soudainement ridicule pour vous d'utiliser ces options, mais acceptable de prendre la mienne ? » Elle m'a juste regardé, comme si le concept qu'elle soit celle qui fasse des compromis lui était complètement étranger. Sa mère a interrompu avec sa voix douce, disant « Oh, chérie, tu ne comprends pas, Savannah a besoin de stabilité, un appartement ne fournira pas le même confort et le même espace pour elle et le bébé. » J'ai ri amèrement. Donc, ma stabilité n'a pas d'importance ? Mon confort ne compte pas ? Vous êtes incroyable. Vous entrez ici en exigeant que je déracine toute ma vie pour le bien de Savannah, et vous vous attendez à ce que je me roule par terre et que je dise oui ? Savannah n'a pas bronché, elle est restée assise les bras croisés, ce regard suffisant collé sur son visage comme si elle avait déjà gagné. Elle n'essayait même pas de s'engager, laissant sa mère et mon père faire tout le sale boulot pour elle. Il était évident qu'elle ne pensait pas avoir besoin de s'expliquer. Dans son esprit, ce n'était pas une demande, c'était un résultat inévitable. Sa mère a interrompu, sa voix aiguë et condescendante. Il ne s'agit pas de votre confort, il s'agit de ce qui est le mieux pour la famille. Savannah apporte une nouvelle vie dans ce monde. Ne pensez-vous pas que c'est un peu plus important que votre besoin d'espace ? Vous êtes un homme adulte, vous n'avez pas besoin d'une grande maison rien que pour vous. C'est égoïste de s'accrocher à quelque chose qui pourrait donner à elle et au bébé un meilleur départ dans la vie. Je l'ai regardé, stupéfait par l'audace. Égoïste ? Vous êtes sérieuse là ? Vous pensez que je suis égoïste de garder ce que ma mère m'a laissé ? Ce n'est pas juste un espace auquel je m'accroche, c'est ma maison, où j'ai construit ma vie, et vous êtes assis là et vous me dites que je devrais simplement la remettre comme si de rien n'était. Mon père a soupiré, clairement frustré, et a décidé d'intervenir. Nous ne vous demandons pas de l'abandonner pour toujours, a-t-il dit, comme si cela rendait les choses meilleures. Pensez simplement comme aidant Savannah à se remettre sur pied. Une fois qu'elle sera stable, peut-être pourra-t-elle déménager, et vous pourrez trouver autre chose pour vous-même. Nous essayons simplement de faire ce qui est le mieux pour tout le monde. Pour tout le monde ? J'ai rétorqué. Non, vous essayez de faire ce qui est le mieux pour elle. Ne faisons pas semblant que c'est une question de famille ou de faire ce qui est juste. Il s'agit de vous plier en quatre pour Savannah comme vous le faites toujours et de vous attendre à ce que je nettoie le désordre. Devinez quoi ? Je ne joue pas le jeu. La mère de Savannah a rétréci ses yeux. Ça s'appelle faire partie d'une famille. Parfois, vous devez faire des sacrifices pour le bien commun. Si ma mère était là. J'ai interrompu, ma voix froide. N'osez pas mettre ma mère là-dedans. Elle m'a laissé cette maison parce qu'elle avait confiance en moi pour en prendre soin. Elle savait exactement comment vous vous comporteriez, et c'est pourquoi aucun de vous n'est même mentionné dans son testament. Alors ne vous asseyez pas là et ne me dites pas ce qu'elle aurait voulu parce que vous n'en avez aucune idée. Ils n'ont rien dit à cela. Mon père avait l'air mal à l'aise et est allé faire autre chose. Savannah est restée assise là, les bras croisés, avec la même expression suffisante. Il était clair qu'elle pensait que je finirais par céder. Elle n'a même pas essayé de se disputer ou de se défendre, elle a simplement laissé sa mère et mon père faire tout le travail, comme si elle était au-dessus d'avoir à justifier cette demande ridicule. Ce n'était pas une négociation, c'était juste une question de quand, pas si, ils obtiendraient leur chemin. Mais cette fois, ils se sont mêlés à la mauvaise personne. Cette maison n'est pas à négocier. Ma mère m'a fait confiance, et je ne vais pas les laisser me culpabiliser pour que je l'abandonne. Néanmoins, je pouvais dire que ce n'était pas la fin. Ils ont laissé la conversation ouverte, comme s'ils s'attendaient à ce que je change d'avis. Mais je ne l'ai pas fait. Je pensais peut-être qu'ils se calmeraient et réaliseraient à quel point toute cette affaire était ridicule après que je leur ai dit explicitement non en face. Mais ce n'était que le début.
Mon père et sa femme semblaient penser que la persévérance était la clé, comme s'ils continuaient à en parler, je finirais par céder. Cela a commencé par de petits commentaires passifs-agressifs. Mon père appelait et demandait par hasard si j'avais réfléchi davantage à aider. Sa femme m'envoyait des articles sur l'importance de soutenir les mères célibataires, comme si je devais soudainement me sentir éclairé et offrir ma maison. Savannah est restée silencieuse pour la plupart, mais je pouvais dire qu'elle était confiante que sa mère et mon père géreraient tout. Ensuite, ils ont augmenté les enchères. Ils ont commencé à arriver sans prévenir. Ce n'était pas comme s'ils venaient rendre visite, cependant. Chaque fois qu'ils venaient, ils trouvaient une excuse pour ramener la conversation à Savannah et à ses besoins. Une fois, mon père est arrivé avec une boîte de vêtements de bébé pour le rangement. Il est entré comme si c'était la chose la plus normale au monde et a demandé où il pouvait la mettre. Je lui ai dit qu'il pouvait la rapporter chez lui. Il m'a regardé comme si je venais de l'insulter. C'est juste temporaire, a-t-il dit. Vous n'utilisez même pas la chambre d'amis. Je lui ai dit que la chambre d'amis n'était pas pour le rangement, elle était pour les invités. Il a grommelé, mais a finalement rapporté la boîte à sa voiture. Cela a donné le ton à chaque interaction après cela. Il proposait une solution qui impliquait que j'abandonne mon espace, et je la rejetais. Le truc, c'est que je pouvais dire qu'ils ne me voyaient pas comme le véritable propriétaire de la maison. Pour eux, c'était juste une ressource pratique qu'ils pouvaient utiliser comme ils le voulaient. Ma mère me l'a laissée, mais ils ont agi comme si elle était encore disponible, comme si je la gardais juste pour Savannah jusqu'à ce qu'elle en ait besoin. Ce qui m'a vraiment énervé, c'est la façon dont ils ont tout présenté comme si j'étais le seul égoïste. Ils ont fait croire que je m'asseyais simplement sur ce trésor d'espace et que je refusais de le partager par méchanceté. Ce n'était pas assez que je dise non, je devais justifier ma décision encore et encore à des gens qui ne voulaient rien entendre. Les choses ont empiré lorsque Savannah a décidé de s'insérer plus agressivement dans la situation. Un après-midi, elle est arrivée chez moi, a ouvert son coffre et m'a demandé par hasard de l'aider à décharger une poussette. Je l'ai regardée comme si elle avait perdu la tête et lui ai demandé pourquoi elle apportait une poussette chez moi. Eh bien, où suis-je censé la mettre? Je n'ai pas la place en ce moment, a-t-elle dit. J'essayais de comprendre l'audace de sa déclaration. Ce n'est pas mon problème, ai-je répondu, sentant déjà la frustration monter. Cela, bien sûr, l'a déclenchée. Elle s'est lancée dans cette diatribe égocentrique sur la façon dont je rendais les choses beaucoup plus difficiles pour tout le monde, comme si j'avais personnellement créé ces problèmes. La famille est censée rester unie, a-t-elle dit, comme si cela justifiait d'une manière ou d'une autre de me faire porter ces problèmes. Tu ne comprends pas à quel point c'est stressant d'être dans ma position. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que d'avoir un bébé en route, a-t-elle ajouté, avec ce ton qui suggérait que j'étais un idiot ignorant qui ne pouvait pas comprendre la vraie vie. Elle avait raison sur un point, je ne sais pas ce que c'est que d'être enceinte. Mais ce que je sais, c'est ce que c'est que d'avoir des responsabilités, et contrairement à elle, je m'en suis occupé sans attendre que quelqu'un arrive et règle tout pour moi. Plus important encore, je ne demande pas à vivre dans la maison des autres juste parce que je n'ai pas assez de place. Alors je lui ai dit franchement, vos problèmes ne sont pas les miens à résoudre, et je ne vais pas bouleverser ma vie juste parce que vous avez refusé de régler les vôtres. Cela ne s'est pas bien passé. Son visage s'est tordu dans un regard de pure haine, comme si je venais de lui dire que le monde ne tournait pas autour d'elle, ce qui, soyons réalistes, j'ai fait. Elle est partie en trombe, mais pas avant de lancer une dernière perle par-dessus son épaule, tu vas le regretter un jour. L'ironie de toute sa colère ne m'a pas échappé. Elle avait passé toute sa vie à être dorlotée et choyée, et maintenant, pour la première fois, quelqu'un ne se pliait pas à sa volonté. Au lieu de réaliser à quel point ses demandes étaient absurdes, elle a agi comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Apporter une poussette chez moi, en supposant qu'elle allait simplement se garer elle et son bébé ici, était la chose la plus ridicule que j'ai jamais vue. C'était comme si elle croyait vraiment que ma maison était déjà la sienne, et que j'étais juste un obstacle à éliminer. Cela ne s'est pas arrêté là. Ils ont continué à pousser mes limites. L'autre jour, mon père est venu avec un agent immobilier. Il ne m'a même pas dit qu'il venait. J'étais assis dans mon salon quand j'ai entendu frapper à la porte. Je l'ai ouverte pour le trouver debout là avec une femme tenant un presse-papier. Nous pensions pouvoir regarder quelques options pour vous, a-t-il dit. Je ne les ai même pas laissés entrer. Je leur ai dit de partir et j'ai claqué la porte. C'était la goutte d'eau pour moi. Il était clair qu'ils n'allaient pas s'arrêter avant que je fasse quelque chose de radical. À ce moment-là, je savais que je ne pouvais plus leur faire confiance.
Il ne s'agissait pas seulement de la maison, il s'agissait du principe. Ils pensaient pouvoir me faire céder à la pression parce que c'est comme ça que les choses avaient toujours fonctionné avec Savannah. Mais je ne suis pas Savannah, et je ne me laisse pas marcher sur les pieds par personne. Ce soir-là, j'ai appelé une société de sécurité et j'ai organisé l'installation de caméras autour de ma propriété. Ce n'était pas un geste énorme, mais c'était une étape vers la protection de ce qui était mien. Je voulais être préparé à toutes les cascades ridicules qu'ils pourraient essayer ensuite. Je ne me sentais vraiment plus en sécurité, craignant que la maison puisse m'être enlevée, ou qu'ils puissent avoir une idée absurde pour me faire expulser légalement de la maison. Je savais très bien qu'ils n'allaient pas s'arrêter avant de heurter un mur qu'ils ne pouvaient pas escalader, alors je me suis donné pour mission d'être ce mur. Je n'allais plus jouer à leur jeu, et je n'allais plus entretenir de conversation sur la façon dont je devrais simplement leur remettre ma maison. Et comme je m'y attendais, ils ont eu une nouvelle idée, encore plus créative. Je suis rentré du travail un soir, fatigué mais soulagé d'être enfin de retour dans mon sanctuaire. Sauf que lorsque j'ai essayé d'insérer ma clé dans la serrure, elle ne correspondait pas. Au début, j'ai pensé que je devais avoir pris la mauvaise clé, mais après quelques nouvelles tentatives, je l'ai compris, les serrures avaient été changées. Mon cœur s'est affaissé, et une vague de rage m'a envahi lorsque j'ai remarqué un morceau de papier plié collé à la porte. La note disait « Nous avons changé les serrures pour des raisons de sécurité. Veuillez nous contacter pour en discuter. » Elle était signée par mon père. L'audace était presque risible. Je n'ai pas perdu une seconde. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé mon père. Il a décroché après quelques sonneries, son ton décontracté, comme si ce n'était pas la chose la plus folle qu'il ait jamais faite. « Qu'est-ce qui se passe, au juste ?» ai-je dit, à peine capable de garder ma voix stable. « Pourquoi les serrures de ma maison ont-elles été changées ? » « C'est temporaire, » a-t-il dit, comme si cela améliorait la situation. « Nous essayons simplement d'aider Savannah. Vous avez été si résistante, et nous avons pensé que ce serait peut-être le moyen le plus facile de faciliter les choses pour tout le monde. » « Pour tout le monde, ai-je rétorqué. « Vous voulez dire pour vous et Savannah ? Vous avez franchi toutes les limites imaginables. C'est une violation de domicile, et si vous pensez que je vais laisser passer cela, vous êtes fou. » Son ton a immédiatement changé, et il a commencé à me supplier. « S'il vous plaît, n'appelez pas la police. N'aggravez pas les choses. Cela fera mauvaise impression pour la famille. » Mauvaise impression pour la famille ? Vous pensez que c'est mon souci en ce moment, ai-je répliqué. Voici ce qui va se passer, vous allez faire en sorte que celui qui a changé ses serrures règle cela immédiatement, ou j'appellerai la police, et je porterai plainte pour violation de domicile et tentative de vol. Il y a eu une pause, et pendant un instant, j'ai pensé qu'il pourrait essayer de discuter avec moi. Mais il a dû réaliser que je ne bluffa pas, car son ton s'est encore adouci. D'accord, très bien. Nous allons arranger ça. Mais vous êtes tellement déraisonnable. Nous essayons simplement de faire ce qu'il y a de mieux pour Savannah et le bébé. Vous savez que c'est une solution temporaire. J'ai ignoré sa tentative de me culpabiliser. Vous avez jusqu'à la fin de la journée pour régler ça, sinon la police sera impliquée. Ce n'est pas négociable. Après quelques autres murmures et faibles protestations, il a finalement accepté. J'ai raccroché sans un autre mot, les mains tremblant de colère. Ce n'était pas qu'une autre transgression, c'était une action directe et calculée pour prendre ce qui ne leur appartenait pas. C'était une violation flagrante de mon domicile, de mes limites et de ma confiance. Quelques heures plus tard, le serrurier est revenu, et les serrures ont été remises en place. Mon père n'a pas montré son visage, pas plus que Savannah ou sa mère. Je suis resté près de la porte tout le temps, observant chaque mouvement, m'assurant que rien n'était laissé inachevé. Une fois que tout était revenu à la normale, je me suis assise dans mon salon, regardant les murs de la maison qui étaient devenus mon champ de bataille. Ce n'était pas qu'une autre tentative pour me culpabiliser ou repousser mes limites, c'était une déclaration de guerre. J'ai su alors que les choses n'allaient pas se désamorcer toutes seules. S'ils étaient prêts à aller aussi loin, on ne savait pas ce qu'ils essaieraient ensuite. Mais s'ils pensaient que j'allais simplement me laisser faire et leur laisser faire ce qu'ils voulaient, ils allaient avoir une mauvaise surprise. Ce soir-là, je suis resté tard à examiner des documents et à passer des appels. Je voulais m'assurer qu'il n'y avait aucun moyen pour eux de refaire quelque chose comme ça. Mais ce qui m'a vraiment affecté, c'est la façon dont ils ont agi comme si c'était normal. Ils pensaient vraiment qu'ils avaient droit à ma maison. Peu importait que ma mère me l'ait léguée ou que j'y habitais depuis des années.
Pour eux, ce n'était qu'une maison, quelque chose qu'ils pouvaient prendre s'ils le voulaient vraiment. J'ai commencé à envisager des poursuites judiciaires. Lorsque je me suis assise avec mon avocat et que je lui ai raconté tout ce qui s'était passé et comment mon père et ma belle-mère m'avaient fait pression sans cesse, comment ils étaient allés jusqu'à changer les serrures de ma maison où il a écouté attentivement, posant des questions précises sur la maison, le testament de ma mère et tout comportement inhabituel de mon père ces derniers mois. Au début, j'ai pensé qu'il était simplement minutieux, mais ensuite il s'est penché en arrière dans sa chaise et a dit « Je dois vous dire quelque chose. Votre père s'est déjà renseigné sur la contestation du testament de votre mère. » J'étais confuse. Qu'est-ce que vous voulez dire par la contester? Il y a des mois, il m'a expliqué qu'il n'avait rien déposé officiellement, mais il a consulté un avocat sur la possibilité de revendiquer la maison comme bien familial au lieu de mon héritage. D'après ce que je comprends, il cherchait toutes les failles possibles pour prendre le contrôle de la maison. Je suis restée là, stupéfaite. Tout ce temps, tout en prétendant être de mon côté, ou du moins en essayant de maintenir la paix, mon père avait comploté pour me prendre la maison. Ce n'était pas une idée du moment concoctée par ma belle-mère, il la préparait depuis des mois, bien avant même qu'il ne commence à me faire pression pour que je déménage. Il n'a pas de dossier solide, a ajouté rapidement mon avocat, remarquant probablement la panique sur mon visage. Le testament de votre mère est béton, et la maison vous a été expressément léguée. Mais le fait qu'il y ait même pensé en dit long sur ses intentions. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était prémédité. Mon père cherchait des moyens de prendre ce que ma mère m'avait laissé tout en prétendant se soucier de mon bien-être. La manipulation, les incessants sentiments de culpabilité, le chantage émotionnel, tout cela avait maintenant un sens. Il ne s'agissait pas de Savannah ayant besoin d'un endroit où séjourner, il s'agissait de leur tentative de prendre quelque chose auquel ils n'avaient aucun droit. En entendant cela, ma frustration a débordé. Il ne s'agit plus seulement de me défendre, il s'agit de protéger ce pourquoi ma mère a travaillé toute sa vie pour me le donner. Chaque mouvement qu'ils font ressemble à une gifle à sa mémoire, et je ne peux pas laisser passer ça, peu importe à quel point ils sont implacables ou scandaleux. Je ne recule pas. Cette maison est à moi, et ils ne la prendront pas. Je vous tiendrai au courant de la suite. Mise à jour 1. Salut à tous, j'ai pensé vous donner une mise à jour une fois que j'aurai trouvé quoi faire. Alors voilà. Après tout ce que j'avais appris de mon avocat, j'ai passé le reste de cette nuit à revivre chaque interaction avec mon père au cours des derniers mois. Je ne pouvais pas continuer à l'éviter et procéder légalement, je devais lui dire directement que je savais ce qu'il avait prévu. Alors je l'ai confronté. Je ne me suis pas donné la peine d'appeler ou d'envoyer un texto, je me suis présenté chez lui sans prévenir, tout comme lui et sa femme l'avaient fait à plusieurs reprises auparavant. Quand il a ouvert la porte, il avait l'air surpris, pris au dépourvu. Mais il n'y avait même pas une once de culpabilité sur son visage. C'est ce qui a le plus piqué. Il a agi comme s'il n'avait rien à se reprocher. J'ai besoin de savoir pourquoi vous avez cherché à contester le testament de maman, ai-je dit, à l'endroit au but. Son visage s'est tordu dans un mélange de confusion et de défensivité. De quoi parlez-vous, a-t-il demandé, feignant l'ignorance. Je ne sais pas d'où vous tirez cette idée, mais ce n'est pas vrai. Ne me mentez pas, ai-je rétorqué. Je sais déjà que vous avez parlé à un avocat il y a des mois. Alors, racontez-moi. Que aviez-vous prévu de faire? Ce n'est pas comme ça, a-t-il insisté, bégayant. Je n'essayais pas de prendre quoi que ce soit. Je voulais juste voir s'il y avait des options pour la famille. Pour la famille, ai-je répété, ma voix aiguë d'incrédulité. Soyons réalistes, il ne s'agit pas de la famille, il s'agit de Savannah. Ne venez pas ici prétendre que c'est autre chose. Vous aviez prévu de prendre la seule chose que maman m'a laissée, et vous pensez que c'est normal? Je n'avais rien prévu, a-t-il lancé. Je ne faisais que considérer les possibilités. Cette maison est trop grande pour vous de toute façon. Savannah, elle est dans une situation difficile, elle a besoin d'un foyer stable pour le bébé. Et cela signifie voler la mienne, ai-je rétorqué, ma frustration débordant. Vous n'avez même pas demandé mon aide, vous êtes passé dans mon dos, vous avez essayé de me manipuler, et maintenant vous agissez comme si vous me rendiez une sorte de service. Ce n'était pas comme ça, a-t-il répété faiblement, mais ses yeux n'ont pas croisé les miens. Il a regardé partout sauf moi, comme il le faisait toujours quand il ne voulait pas admettre qu'il avait tort. Je suis resté là un moment, attendant de voir s'il dirait quelque chose qui pourrait justifier tout cela. Il ne l'a pas fait. J'ai secoué la tête et je me suis retourné pour partir.
Il était inutile de discuter avec quelqu'un qui ne pouvait même pas assumer ses actes. Cette conversation a cimenté tout ce que je savais déjà, je ne pouvais pas lui faire confiance. Il n'agissait pas comme un père, il agissait comme quelqu'un qui pensait que ma vie, ma maison et mes choix étaient à sa disposition parce que cela correspondait à son propre récit. De retour à la maison, j'ai appelé mon avocat pour discuter de la marche à suivre. Il m'a rassuré en me disant que le testament de ma mère était solide comme le roc et que mon père n'avait aucun argument juridique valable. Pourtant, il était clair que cela ne concernait pas seulement les aspects juridiques, il s'agissait de musées. Ils essayaient de me faire sentir que le combat n'en valait pas la peine, qu'il serait plus facile de simplement céder et de les laisser faire ce qu'ils voulaient. Les semaines qui ont suivi ont été un flou de réunions, de courriels et d'une vigilance constante. J'ai déposé des documents pour m'assurer que la maison était entièrement sécurisée à mon nom, sans aucune faille qu'ils pourraient exploiter. J'ai amélioré mon système de sécurité, ajouté plus de caméras, et même contacté un service de protection du titre pour surveiller toute activité louche. J'avais l'impression de fortifier un château contre des envahisseurs, et honnêtement, c'est exactement ce que c'était. Pendant ce temps, Savannah a redoublé d'efforts. Elle a commencé à publier des messages critiques sur les médias sociaux au sujet d'avoir été abandonnée par sa famille et d'avoir à se battre pour ce qui est juste. Elle ne m'a pas nommé directement, mais il était évident de qui elle parlait. Des connaissances communes ont commencé à me contacter, me demandant ce qui se passait et s'il y avait un moyen d'aplanir les choses. J'ai gardé mes réponses courtes et factuelles, je n'étais pas intéressé à jouer à son jeu ou à raconter mon histoire au monde entier. Mais au fil des semaines, leurs efforts ont commencé à faiblir. Les frais juridiques s'accumulaient de leur côté, et mon avocat m'a assuré qu'il serait bientôt à court d'options. Pourtant, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que ce n'était pas fini. Des gens comme eux n'abandonnent pas, ils se regroupent, trouvent de nouveaux angles et reviennent quand on s'y attend le moins. Lorsque tout s'est finalement calmé, j'étais absolument épuisé. Me battre pour ma maison, ma paix et mes limites m'a tout pris, mais cela en valait la peine. Il ne s'agissait pas seulement d'une maison, il s'agissait de me défendre et de refuser de laisser qui que ce soit me marcher dessus. Mon père et Savannah pensaient pouvoir me culpabiliser pour me soumettre, mais ils avaient tellement tort. Si quelque chose, toute cette épreuve m'a simplement ouvert les yeux sur la longueur à laquelle ils iraient pour me manipuler. Honnêtement, je commence à penser que couper les ponts pourrait être le seul moyen d'aller vraiment de l'avant. Pour l'instant, les choses sont calmes, mais je ne suis pas naïve. S'ils essaient de faire des cascades à nouveau, je serai prête. Si quelque chose change, je reviendrai peut-être avec une mise à jour. Merci d'être resté et de m'avoir écouté. Si vous avez des conseils ou simplement un peu de solidarité à partager, j'aimerais les entendre. Mise à jour finale. Salut les gars, je voulais vous donner une mise à jour sur tout ce qui s'est passé depuis la dernière fois que j'ai partagé. Cela a été une course folle, mais j'ai enfin l'impression de sortir de toute cette folie. Je suis toujours dans ma maison, heureusement, et ça va rester comme ça. Laissez-moi vous expliquer. Après avoir essayé tous les moyens possibles pour me faire sortir de la maison, ils ont reculé pendant un moment. Les semaines se sont transformées en mois, et les choses sont devenues étrangement calmes. Pas d'appels, pas de textos, et pas de visites imprévues de Savannah ou de sa mère. C'était étrange, comme s'ils se regroupaient, mais je n'allais pas me plaindre de la paix. Pendant ce temps, Savannah a eu son bébé, un petit garçon en bonne santé, d'après ce que j'ai entendu par le biais de la rumeur. J'ai pensé qu'ils étaient peut-être trop occupés avec le bébé pour continuer à me déranger, ou peut-être qu'ils avaient finalement abandonné. C'est tard un soir que j'ai entendu frapper à la porte. J'ai vérifié mes caméras de sécurité, et ils étaient là, mon père, sa femme et Savannah, tous debout là comme s'ils étaient sur le point de mettre en scène une intervention. J'ai hésité à les ignorer, mais j'ai décidé d'ouvrir la porte surtout parce que je voulais entendre quelle excuse ils allaient trouver cette fois-ci. Dès que j'ai ouvert la porte, la femme de mon père a commencé avec ses bêtises habituelles. Elle a dit qu'ils avaient réfléchi à tout ce qui s'était passé et qu'ils voulaient aller de l'avant en famille. Elle a parlé de laisser le passé derrière elle et a dit qu'il me donnait une dernière chance de réparer les choses. Puis Savannah a pris la parole, tenant son bébé comme un accessoire. Elle a continué à parler de la difficulté de la situation, de son désir que son enfant grandisse entouré de sa famille, et de sa conviction que je pouvais faire ce qu'il faut si j'ouvrais simplement mon cœur. C'étaient les mêmes ordures manipulatrices qu'il débitait depuis des mois, mais maintenant, il les emballait dans un emballage plus joli. Mon père, toujours le médiateur, a essayé de jouer la carte du « soyons tous d'accord ».
Il a parlé de l'importance de la famille par rapport aux biens matériels et de la nécessité pour moi de voir les choses en grand. Je les ai laissés parler un moment, surtout par curiosité morbide. Quand ils ont finalement arrêté, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai tout expliqué. C'est ma maison, ai-je dit, aussi calmement que possible. Elle m'a été léguée par ma mère, et je ne vais pas la laisser tomber. Je vous l'ai déjà dit, et je vous le répète, la réponse est non. Je me fiche du discours que vous avez répété ou de la façon dont vous essayez de présenter les choses, vous n'aurez pas la maison, et c'est définitif. Cela aurait dû être la fin, mais bien sûr, ça ne l'a pas été. La mère de Savannah s'est immédiatement lancée dans des accusations, criant à quel point j'étais égoïste, prétendant que je mettais les biens matériels avant la famille et que je ne remplissais pas mon soi-disant devoir. Elle a sorti tous les arguments auxquels elle pouvait penser, essayant de me présenter comme la méchante dans toute cette histoire. Savannah a ensuite intervenu, suivant le même scénario que toujours. Elle a pleuré à quel point je lui rendais la vie difficile et qu'elle ne pouvait pas croire que j'allais les abandonner, elle et le bébé, dans leurs moments difficiles. Elle a lancé la phrase classique que je le regretterais un jour, comme si j'allais un jour regarder en arrière et souhaiter les avoir laissés me marcher dessus. Mon père n'a pas beaucoup parlé au début, mais le silence en disait long. Il est resté là, regardant tout se dérouler, sans même essayer de calmer ou de désamorcer la situation. Il était clair qu'il ne savait plus quoi dire, et peut-être qu'une petite partie de lui a réalisé à quel point les choses étaient allées loin. Je n'étais pas d'humeur à discuter. Ils avaient déjà franchi toutes les limites, et je n'allais pas les laisser m'entraîner dans une autre dispute sans fin. Vous avez déjà franchi toutes les limites que j'avais, ai-je dit. Vous avez menti, manipulé et essayé de voler ce qui est à moi, et maintenant vous êtes de retour ici en agissant comme si vous étiez les victimes. J'en ai assez. Sortez de ma propriété. Mais sans surprise, ils ne sont pas partis. La mère de Savannah a continué, insistant sur le fait que j'étais déraisonnable et essayant de me culpabiliser pour que je recule. Savannah a intervenu de temps en temps, ajoutant de petits commentaires sur la façon dont la famille devrait se soutenir mutuellement et à quel point j'étais sans cœur de ne pas intervenir. Mon père a finalement parlé, mais tout ce qu'il a pu faire, c'est une autre faible supplication pour que je sois raisonnable et que je voie les choses de leur point de vue. Je n'ai pas répondu, il n'y avait plus rien à dire. Au lieu de cela, je suis retourné dans la maison et j'ai verrouillé la porte derrière moi. J'avais déjà décidé que je ne jouerais plus à leur jeu. S'ils voulaient continuer à pousser, ils pourraient faire face aux conséquences. Une fois à l'intérieur, j'ai appelé la police. Je ne bluffa pas, et je n'allais pas les laisser penser que je le faisais. Lorsque j'ai expliqué la situation, la dispattrice m'a assuré qu'un agent serait envoyé sous peu. J'ai attendu près de la fenêtre, regardant pendant qu'ils restaient dans mon allée, toujours en train de parler entre eux. Au moment où la police est arrivée, ils avaient quitté le porche, mais ne faisaient aucun effort pour partir. Les agents ont parlé avec eux pendant quelques minutes, leur donnant clairement la loi. D'après ce que j'ai pu voir, les policiers ne croyaient pas à leurs excuses ou à leurs justifications. Ils leur ont dit, sans équivoque, de partir et de ne pas revenir. Les regarder enfin partir sous la surveillance de la police a été une petite victoire, mais cela a aussi apporté un sentiment de finalité. Les quelques lambeaux de relations qu'il me restait avec mon père avaient disparu. Alors que je m'asseyais pour rassembler mes pensées, j'ai réalisé à quel point j'étais épuisé. Il m'avait tellement pris pas seulement du temps et de l'énergie, mais aussi le sentiment de sécurité que j'avais dans ma propre maison. Pourtant, je savais que j'avais fait le bon choix. Fixer des limites avec des gens comme ça n'était pas seulement nécessaire, c'était une question de survie. Ce soir-là, j'ai pris une décision, j'en avais assez non seulement du drame de la maison, mais aussi d'eux. J'ai bloqué leurs numéros, je les ai désuivis sur les médias sociaux et j'ai fait clairement comprendre à mes connaissances communes que je ne voulais pas de mise à jour ou de messages transmis. Couper les ponts a été difficile au début, mais quand j'ai repensé à tout ce qu'ils avaient fait, j'ai réalisé qu'il n'y avait plus rien à sauver. Ils ne se souciaient pas de moi ou de mes limites, ils ne se souciaient que de ce que je pouvais leur donner. Au lieu d'avoir une famille toxique, je me suis davantage appuyé sur mes amis. Ils avaient été là pour moi pendant tout le chaos, me rappelant que je n'étais pas folle de tenir bon. L'un d'eux m'a suggéré d'organiser une pendaison de crémaillère non pas parce que la maison était neuve, mais parce que je m'étais battu si fort pour la garder. L'idée m'a fait rire, mais elle semblait aussi appropriée. La fête était petite, seulement une poignée d'amis proches, mais elle était parfaite. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie vraiment heureuse. Je ne survivais pas seulement, je prospérais. En repensant à tout cela,
Je suis fier de la façon dont je l'ai géré. Ce n'était pas facile, et il y a eu des moments où j'ai voulu abandonner, mais je ne l'ai pas fait. J'ai tenu bon, et je me suis prouvé que j'étais plus forte que je ne l'aurais jamais pensé. Cette maison est plus qu'un simple lieu de vie, c'est un rappel de tout ce pourquoi je me suis battu. C'est un symbole de mon indépendance, de ma résilience et de ma capacité à défendre ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. S'il y a une chose que j'ai apprise de tout cela, c'est que la famille ne se résume pas au sang, il s'agit de respect, de confiance et de soutien mutuel. Et si quelqu'un n'est pas prêt à vous donner ces choses, il ne mérite pas une place dans votre vie, peu importe qui il est. J'ai dépassé tout cela maintenant. Je vis toujours dans ma maison, et chaque fois que je franchis la porte, je me souviens de ce que j'ai surmonté. Ce n'est pas qu'une maison, c'est un foyer, et je ne laisserai personne me l'enlever.